sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julia Tass et je suis directrice de l'Observatoire Défense et Climat. Vous écoutez Sur le front climatique, le podcast des chercheurs de cet observatoire. Nous sommes ravis d'enregistrer à nouveau un épisode en partenariat avec le podcast Green Letter Club. Maxime, bonjour. Bonjour. Et vous allez pouvoir également retrouver cet épisode en vidéo sur la chaîne YouTube du Green Letter Club. À très vite. Bonjour commandant. Bonjour. Nous vous remercions de nous accorder cet entretien. Vous avez débuté votre carrière dans la chasse aux mines au sein du groupe Plongeurs des mineurs. Et en juillet 2017, vous êtes appelé au commandement de la frégate de surveillance Ventose, qui est basée aux Antilles. C'est dans ce cadre que vous avez été mobilisé lors du cyclone Irma en septembre 2017. La frégate a apporté son aide aux habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en délivrant du fret, du matériel, des vivres et du secours, et en réalisant une évaluation de la situation sur place. Depuis le 23 juillet 2023, vous commentez le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre sur lequel nous sommes actuellement. Deuxième plus grand navire de la Marine nationale, le Tonnerre a participé à de nombreuses missions humanitaires dans les Caraïbes, en Afrique de l'Est, à la suite du cyclone Idai, et plus récemment au Liban, à la suite de l'explosion dans le port de Beyrouth. Au-delà de souligner la diversité des missions de la Marine, votre parcours rappelle l'importance du rôle de la Marine nationale dans la réponse aux catastrophes naturelles et lors d'opérations d'assistance humanitaire. Bonjour commandant. Première question, donc avec les dérèglements climatiques, on voit que les catastrophes naturelles sont plus violentes, plus fréquentes. Quel rôle ça va avoir sur la marine? Est-ce que vous allez avoir des opérations plus fréquentes aussi, des opérations HADR? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les opérations HADR et est-ce que vous pensez que vous allez en avoir plus dans les années qui viennent? Il est probable qu'on soit confronté à davantage d'opérations d'assistance aux populations dans les années à venir, pour les raisons que vous avez évoquées, le dérèglement climatique, l'accélération des catastrophes liées à ce dérèglement climatique. Et effectivement, on a pu l'observer ces dernières années, puisque Irma, c'est 2017. D'ailleurs, on parle souvent d'Irma, mais juste après Irma, il y a eu un deuxième cyclone de catégorie 5 qui s'appelle Maria. Et finalement, les deux ont occasionné la même opération avec le Tonnerre, de secours aux populations de Saint-Martin, de Saint-Barth et de la Dominique, enfin de plusieurs îles des Caraïbes qui ont eu à souffrir de ces cyclones. Le Tonnerre, juste précisons que c'est un porte-hélicoptère sur lequel nous nous trouvons. Absolument. Le cyclone Idai en 2019, le cyclone Chido cette année. Je dis souvent à mes marins qu'il est peu probable qu'il fasse une affectation complète à bord de ce bâtiment, donc c'est 2 ans ou 3 ans, une affectation d'un marin à bord d'un bateau, sans vivre une de ces grandes opérations où on décolle sans préavis, on charge le bateau et on va prêter assistance à une population, que ce soit dans le cadre d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe industrielle, comme ça a été le cas en 2020 à Beyrouth, ou d'une évacuation de ressortissants. Enfin, c'est des bateaux qui, en temps de paix, nous servent à la gestion des crises. Justement, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est justement que l'HADR? Ça, c'est le jargon pour les marins, ces opérations de secours aux populations. Cet acronyme HADR, Humanitarian Assistance Disaster Relief, regroupe l'ensemble des opérations où on porte assistance aux populations suite à un désastre qui n'est pas forcément lié à une catastrophe naturelle. Il peut être lié à une catastrophe industrielle, à une crise sanitaire, comme le Covid. Par exemple, le Tonnerre en 2020, pendant le premier confinement, est allé à Ajaccio récupérer 12 patients Covid parce que l'hôpital d'Ajaccio saturait et qu'il fallait les transférer vers un hôpital sur le continent où ils auraient pu être pris en charge de façon satisfaisante. Voilà. Donc, ça regroupe, c'est un acronyme, comme on les aime bien dans les armées, parce que c'est pratique, ça permet de mettre les choses dans les boîtes et de se comprendre tous. Là, pour le coup, en plus, c'est un acronyme qu'on utilise avec nos homologues en anglais, mais qui nous permet d'être sûr de nous comprendre et de mettre en place des organisations et des coopérations qui permettent de faire face à ces situations. Et Irma est emblématique pour ça, puisque dans la foulée d'Irma, les pays des Caraïbes se sont organisés
pour mettre en place une structure de réponse rapide à ces catastrophes, puisque statistiquement, tous les ans, il peut y avoir un cyclone de catégorie 5 dans les Caraïbes avec une période cyclonique dont on connaît les dates, etc. Donc, et d'ailleurs, ils ont eu raison de le faire, puisque je crois qu'en 2023, il y a eu à nouveau un cyclone dans les Caraïbes qui a occasionné des dégâts, alors sans comparaison avec Irma et Maria, hein, mais qui a permis de balancer cette structure, cette organisation. Par ailleurs, cette organisation dont on trouve un exemple dans les Caraïbes et qui regroupe par exemple les Pays-Bas, qui ont les territoires là-bas, le Royaume-Uni, Trinidad et Tobago, de la Jamaïque, Saint-Domingue, etc. Vous trouvez l'équivalent dans le Pacifique et cela regroupe toutes les petits pays qu'on appelle les PICS, vous savez, tous ces toutes petites États insulaires du Pacifique Sud notamment, la France à travers la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, vous avez les Tonga, les Fidji, les Salomon, l'Australie, et on fait 1 an sur 2 quasiment, en tout cas la France organise un exercice de gestion d'une catastrophe naturelle avec, la plupart du temps, elle essaie de le faire quand il y a un porte-hélicoptère amphibie qui passe dans la zone parce que tout de suite, ça rehausse l'ampleur des moyens disponibles pour le faire. Parce que le porte-hélicoptère, du coup, c'est la base, c'est le centre névralgique de ces opérations-là? Eh bien, en fait, un bâtiment, déjà, n'importe quel bâtiment, c'est une ville flottante, organisée, résiliente parce qu'elle est faite pour endurer le choc de la guerre, du combat. Et donc, elle est faite pour encaisser aussi le choc de la privation d'eau, d'électricité, etc. Cette ville flottante, en fait, solide, vous allez la mettre au contact d'un territoire qui est détruit. Donc, vous avez un îlot de stabilité et de sécurité qui va pouvoir se déplacer, se porter au contact d'un îlot de chaos et essayer de résoudre le chaos. Quand c'est une frégate, ce que j'ai fait à la barre du Ventose en 2017, eh ben, c'est à votre modeste échelle, en amenant des packs d'eau, des rations de survie, en allant, parce qu'à bord, vous avez des mécaniciens, des électriciens qui savent réparer le bateau et qui donc savent réparer un groupe électrogène, un tracteur, une grue, une pelleteuse, un poste à souder, et donc vont pouvoir aller aider la population à réparer tout ce qui est cassé à terre, en revenant tous les soirs en mer à bord du bateau, où là, c'est un îlot de stabilité et de sécurité. Donc vous voyez, la mer, pour une fois, la mer peut aider la terre de façon extrêmement précieuse. Et alors, quand il s'agit d'un porte-hélicoptère amphibie, vous avez en plus cette capacité de projection de force et de puissance qu'on met d'habitude au profit d'une mission militaire. Et ben, c'est un bâtiment qui est très dual. Autant un sous-marin nucléaire d'attaque, il peut faire quasiment que sa mission militaire de sous-marin nucléaire d'attaque, ne sera pas très utile après une catastrophe naturelle. Un porte-hélicoptère amphibie, c'est un bâtiment qui est vraiment dual. Quand il ne fait pas de l'assaut amphibie, il a des hangars gigantesques où il peut mettre des véhicules de toutes sortes. Il a des bateaux qui peuvent accoster n'importe quelle plage ou un port cassé. Il a des hélicoptères qui peuvent aller loin à l'intérieur des terres, des endroits qui sont inaccessibles autrement que par hélicoptère, etc., etc. Et puis, il a une logistique. On peut emmener 650 personnes à bord. Et donc, c'est inégalable pour porter assistance à la Terre. Pour un peu, finalement, avoir un aperçu de la manière dont les choses se sont organisées lors d'Irma, je voulais peut-être, revenir au tout début, c'est-à-dire, au moment où l'ouragan se forme en septembre 2017. Donc, quand il a touché les côtes des Petites Antilles, l'ouragan avait, une catégorie 5 avec, des vents à 285 km/h, donc c'était considérable. Mais, ce genre d'ouragan, on peut en observer la formation. Donc, pour revenir un peu à cette, première étape, comment est-ce que la marine se prépare quand il y a des ouragans en formation, au large des côtes des Antilles? Est-ce qu'il y a une équipe,
qui se tient en alerte pour porter secours aux populations éventuellement? Alors, je ne limiterai pas ma réponse à la marine parce que la réponse, elle est forcément interarmée et chacune des 3 armées a un rôle à jouer dans la crise. Et en l'occurrence, sur Irma, ça a été très bien illustré puisque dès qu'on a eu perception du fait que il y avait une bonne probabilité pour que Irma soit en catégorie 5, passe sur un territoire français, on a prépositionné à Saint-Martin une équipe de militaires qui finalement, c'est ce qu'on appelle un harpon d'habitude, qui est déjà sur place, qui va faire tout de suite, pendant et juste après, une évaluation de la situation pour tout de suite pouvoir dire voilà la situation sur place, voilà de quoi j'ai besoin. Et c'était, je pense, d'ailleurs, une des premières fois pendant Irma qu'on faisait ça, c'est-à-dire un harpon a priori et non pas un harpon a posteriori. Ça a été précieux, même si l'ouragan était tellement violent que ce harpon sur place, dans les premières heures après la catastrophe, n'avait pas les moyens de communiquer avec nous. Et puis, ils avaient dû protéger leur propre vie, si vous voulez. Ils s'étaient pris des bris de vitres sur le visage, etc. Enfin, ils avaient été vraiment malmenés, comme tout le reste de la population, par la violence du cyclone que véritablement on n'avait tous pas appréhendé. Et ce qui fait que le Ventose, qui était à la mer déjà sur une autre mission au moment du passage du cyclone, qui repassait rapidement à Fort-de-France, a pu tout de suite après aller sur zone, faire voler son hélicoptère quelques heures après le passage du cyclone, donc en avant de l'arrivée de la frégate, en amont, et donc déjà avoir, par ce survol, une vision de l'étendue des dégâts, de la violence du cyclone. Quand vous arrivez et que vous voyez qu'il n'y a plus une feuille sur un arbre, que vous avez des containers de 20 pieds qui ont roulé en haut des collines, que vous avez des voitures à la mer à 20 mètres du quai, qu'il n'y a pas un catamaran qui est à l'endroit, ça vous donne déjà, ces images vous donnent une idée de la violence de ce qu'ont subi les habitants et de ce que vous allez trouver, et donc de ce dont ils vont avoir besoin. Mais derrière, il faut des avions, il faut dégager l'aérodrome pour que des avions de l'armée de terre puissent se poser le plus rapidement possible. Il faut mettre des troupes au sol pour faire de la sécurisation des points de distribution de la nourriture. Il y avait du pillage et il y avait de l'insécurité. Donc, il fallait des troupes de l'armée de terre et des troupes, des troupes des éléments, des agents du ministère de l'Intérieur pour rétablir l'ordre, etc., etc. Vous voyez? Donc, toutes les armées, finalement, ont leur rôle à jouer. Justement, quand donc vous étiez commandant de la frégate Ventose, quand vous arrivez sur place, quelles sont vos priorités? Est-ce que vous savez ce que vous devez faire? C'est-à-dire qu'il y a des éléments critiques, des infrastructures critiques que vous devez aller vérifier. Comment ça se passe? Quelles sont vos priorités quand vous arrivez sur place? Alors, il faut que je fasse un petit peu appel à ma mémoire, mais je me souviens globalement que d'abord, c'était de l'évaluation de la situation, donc ce qu'on a fait à coup d'hélicoptère. Ensuite, je m'étais dit qu'il fallait que j'ouvre un quai pour que les bâtiments puissent venir décharger du fret. En fait, un avion, ça permet d'amener des choses très vite, mais en petite quantité. Un bateau, ça met plus longtemps, mais ça amène des quantités sans commune mesure. Sauf qu'il y a très peu de quais du côté français de Saint-Martin. Il y en a un dans la baie de Mayro. L'autre, qui puisse accueillir des porte-containers, il est sur la côte sud, côté néerlandais. Et au début de la crise, chaque pays traitait un petit peu la crise de son côté. Et donc, la seule voie pour acheminer en masse du fret humanitaire, c'était le quai du port de l'Anse de Mayro. Donc, on a tout de suite plongé pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'obstruction le long du quai. On a ensuite vérifié l'état des bollards d'amarrage, etc. On a accosté le Ventose, on a accosté le Germinal, mon sister ship, qui était à mes côtés quelques heures, quelques jours après le passage du cyclone. Et juste après nous est arrivé le premier cargo. Quand je dis juste après nous, c'est qu'on s'est relevé sur le quai à 10 minutes près, puisqu'on lui a dit « Ok, c'est bon, c'est clair, vous pouvez accoster, il n'y a pas de danger ». Et puis là, il y a un pont maritime qui s'est mis en place et qui a permis très vite d'amener beaucoup de fret humanitaire. Le Tonnerre, lui, est arrivé quelques jours après, le temps de charger à Toulon, de traverser l'Atlantique, ce qui prend une dizaine de jours.
Et lui, ce qu'il a amené de supplémentaire, au-delà de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'avec ces barges de débarquement, il a pu arriver dans d'autres endroits de l'île, plus directement vers les points de regroupement du fret humanitaire, ou plus directement au contact des populations, avec, comme il est arrivé par voie maritime aussi, des quantités importantes. Il a acheminé des engins de chantier il aurait pas pu les amener sur le quai qu'on avait déblayé. Donc, il a amené des engins de chantier du génie de l'armée de terre qui ont pu commencer à faire du déblaiement. Voilà. Et pendant ce temps, nous, le Ventose, eh bien, on allait dans les petits endroits très reculés qui n'étaient pas secourus en priorité ou parce que plus difficiles d'accès. Et on allait avec nos embarcations, avec notre hélicoptère, et j'envoyais des marins tous les jours qui allaient au contact de la population. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on peut réparer? Voilà. Et donc, ce qui était aussi très important pour mes marins, c'est de se réaliser à quel point, pendant qu'ils étaient au chaud à bord du bateau, malgré tout, hein, les gens qui étaient à terre avaient tout perdu et étaient dans un état de détresse absolue. Peut-être pour revenir sur ce que vous avez mentionné sur le rôle du tonnerre à ce moment-là, vous avez expliqué qu'il débarquait des engins du génie. Qu'est-ce que ça veut, en fait, concrètement, comment ça se passe? Un peu pour qu'on puisse comprendre comment fonctionne un porte-hélicoptère, quelles sont les fonctions amphibies d'un Ouais. bâtiment comme ça. Comment ça se passe concrètement quand on débarque des engins de chantier, par exemple? Eh bien, un peu de la même façon qu'on débarquerait des blindés pour faire un assaut amphibie, si ce n'est qu'on prend le temps et qu'on ne se fait pas tirer dessus. Mais c'est-à-dire qu'on choisit une plage qui s'y prête parce qu'elle est suffisamment en pente, parce qu'elle n'est pas battue par des rouleaux en permanence. Donc, les conditions de houle y sont convenables pour que nos barges puissent s'approcher et toucher la plage. Les barges, elles sont à bord du bateau. On va couler l'arrière du bateau volontairement pour mettre ce port intérieur qu'on a où elles sont au sec en eau. Là, on va les charger avec des véhicules qui sont à l'intérieur du bateau aussi, qui descendent par une rampe d'un hangar dans le radier, donc dans le port intérieur, montent dans les barges, partent vers la plage. Les barges touchent la plage, c'est des barges avec des fonds quasi plats et des systèmes de propulsion qui permettent de s'approcher par très petits fonds. Débarquent leurs véhicules. Alors avant, par plongeur, on a vérifié qu'il n'y avait pas d'obstruction, surtout après un cyclone où on entretient une cartographie de la plupart des plages de nos territoires. Mais après un cyclone, vous pouvez avoir un tronc d'arbre qui a volé et qui a fini par couler là, ou un véhicule, comme je disais tout à l'heure, des débris qui vont faire qu'on pourrait abîmer la coque des barges. Donc on a vérifié par plongeur avant. Et puis ensuite, ces barges font des norias entre le porte-hélicoptère et la plage pour acheminer. On peut embarquer à peu près 80 véhicules et presque une centaine de véhicules à bord, blindés, donc des véhicules civils qui sont plus petits, on peut en embarquer encore plus. Quand le tonnerre avait rallié Saint-Martin après Irma, on avait même utilisé le pont d'envol pour embarquer des véhicules, des pompiers, de la gendarmerie, de la police, des douanes, enfin, tous les véhicules hein, des institutions, des administrations qui avaient été détruits par le cyclone. Ben, il fallait aussi les remplacer pour qu'il y ait à nouveau une police, une gendarmerie, des pompiers, vous voyez. Donc, on avait acheminé aussi ces véhicules qu'on a débarqués aussi par les engins amphibies sur la plage et qui sont allés rallier leur administration, qui ont pu à nouveau faire leur métier en étant motorisés. Justement, comment se passe la coordination avec la sécurité civile, avec les autres institutions qui sont en charge du secours des populations? Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la sécurité civile? Parfois, voilà, on en parle comme ça, mais on n'a pas toujours bien en tête ce que ça peut être. Alors, je m'abstiendrai de répondre à cette question parce qu'il appartient au ministère de l'Intérieur de vous présenter la sécurité civile et ses missions. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y a des unités au sein de la sécurité civile qui sont armées par des militaires, des UISC, des unités interministérielles de sécurité civile, ok, qui ont notamment d'ailleurs souvent des moyens de génie, des moyens de déblaiement, de reconstruction, etc. Là encore, on voit la dualité de certaines capacités militaires. Une opération comme celle-là, qu'elle ait lieu à Mayotte, à Saint-Martin, mais aussi au Mozambique d'une certaine façon, c'est une opération, les seuls à intervenir ne sont pas les militaires et le ministère des Armées.
D'abord, c'est pas leur seule responsabilité, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports. Donc, c'est à chaque fois une opération interministérielle qui est d'ailleurs faite sous la direction du préfet local. Et c'était le cas pour Irma. C'était le préfet de la Martinique et de la Guadeloupe qui a commandé toute l'opération. Et ensuite, il s'appuie sur des chaînes de commandement de chacune des administrations qui vont participer, le transport pour organiser le pont aérien ou le pont maritime en réquisitionnant des bâtiments civils, des aéronefs civils, etc. Le ministère des Armées souvent le ministère des Armées fait ce qu'on appelle la phase d'urgence, c'est-à-dire dès les premières heures après le passage, après la catastrophe, où c'est tellement le chaos que pour être en mesure de faire quelque chose, il faut l'organisation des armées qui sont faites pour œuvrer dans le chaos. C'est notre vocation première. Voilà. Mais c'est des opérations interministérielles à chaque fois, coordonnées par le préfet local. Irma a eu lieu en 2017. Depuis 2017, on a fait face à des événements climatiques extrêmes comme le cyclone Idai au Mozambique ou des catastrophes comme celle du port de Beyrouth. Plus récemment, fin 2024, c'est le cyclone Chido à Mayotte. Comment Irma a pu permettre finalement de mettre en place des mécanismes interarmées ou avec la sécurité civile? Quels ont été les enseignements de Irma pour la gestion de ces catastrophes? Et si vous, à votre poste actuel, vous avez aussi pu observer finalement les leçons apprises de cet enseignement pour certaines des opérations que vous avez pu conduire? Moi, je vous ai fait une partie de la réponse tout à l'heure quand je vous disais qu'il y a des organisations régionales qui se sont mises en place, des organisations de coopération pour que l'un fournisse. Typiquement, aucun d'entre nous n'est capable de mettre un porte-hélicoptère amphibie au large des Caraïbes et de l'île de la Réunion et de Mayotte et des îles du Pacifique pendant la période cyclonique. En fait, on y consommerait ces moyens dont ce n'est pas la vocation première. Par contre, en s'organisant un petit peu entre nations de chacune de ces zones, qui ont des moyens analogues à celui-là, les Néerlandais, par exemple, ont des porte-hélicoptères, ils ne sont pas de cette taille-là, mais ils ont des capacités tout à fait similaires. Et ben, en fait, on va assurer une forme, alors peut-être pas de permanence, mais on va avoir des fenêtres assez importantes de présence de ces bateaux-là. Typiquement, le Tonnerre était aux Antilles l'année dernière et repassé devant au moment du début de la période cyclonique. L'année d'avant, c'était le Dixmude, qui est passé aussi à Nouméa, et il a participé à l'exercice Croix du Sud. Donc c'est le deuxième volet, c'est ces exercices qu'on fait à peu près tous les 2 ans pour chacun de ces outre-mer. Croix du Sud, c'était en 2023. L'année dernière, on devait participer à un exercice qui s'appelait Caraïbes 2024 sur le même thème, réaction interministérielle suite à une catastrophe naturelle, qui était organisée par le ministère des Armées, par les forces armées aux Antilles, mais dans lequel les autres administrations jouaient tout ou partie de leur partition, la partition qu'ils devraient jouer face à tel événement. Donc vous voyez, il y a des organisations régionales, pas des permanences, mais des rotations de moyens un petit peu ad hoc, 3 des exercices réguliers pour s'entraîner à le faire. La Polynésie française a aussi un exercice analogue dont j'ai oublié le nom. Et enfin, il y a dans les armées, il y a une culture du retour d'expérience qui est très forte. Et puis de la doctrine. On a rédigé une doctrine. J'ai moi-même participé dans mes fonctions précédentes avec mon adjoint, un memento HADR, vous voyez, qui est le guide d'emploi de ces bâtiments et plus généralement des moyens amphibies pour faire face à une opération HADR, dans lequel on donne voilà, ce que sait faire le PHA, ce que sait faire le BSAOM, un autre type de bâtiment qui est basé outre-mer, etc. On a beaucoup parlé des Antilles, vous parliez un petit peu aussi du Pacifique. L'HCDR, je ne voudrais pas qu'on pense que ça ne se résume qu'aux Outre-mer. Il peut y avoir des catastrophes naturelles importantes en métropole et il va y en avoir de plus en plus des incendies, des inondations. Est-ce que vous intervenez aussi sur ce type de catastrophes naturelles? Comment ça se passe? Comment vous y préparez? Et quelles sont les menaces pour vous les plus importantes? Alors,
Oui, évidemment, ça peut survenir sur le territoire national métropolitain et c'est déjà survenu, heu, que ce soit les fortes pluies, les tempêtes, évidemment. Et à chaque fois, le ministère des Armées est sollicité, pour, prêter main forte, à la sécurité civile, plus généralement au préfet qui agit par réquisition, lorsqu'il a besoin, d'un moyen ou d'un autre. Mais d'ailleurs, c'est fait, dans tous les domaines et pas uniquement suite à des catastrophes naturelles. Les armées, au quotidien, prêtent, concours, à d'autres ministères, pour dans l'accomplissement de leur mission. Vous savez, la lutte contre les feux, de forêt. Bon, bah, les armées, mènent l'opération Héphaïstos tous les ans, avec une permanence de moyens, marins-pompiers, mais pas uniquement. Il y a aussi des troupes de l'armée de terre, par exemple, des aéronefs de l'armée de l'air qui vont faire de la surveillance, et cetera. Donc c'est quasi, permanent et c'est très rodé, ce processus. Heu, Suite à une catastrophe naturelle, les préfets ont quasiment instantanément le réflexe de se retourner vers le ministère des Armées et dire: «OK, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi?» Et on le fait évidemment quand on est disponible. Et comment articuler, ces interventions, que ce soit les forces de sécurité civile ou les forces armées et la manière dont les habitants réagissent? Parce que c'est pas toujours évident. Vous parliez de saison cyclonique, par exemple, pour les Antilles ou pour l'océan Indien. Ces saisons cycloniques, c'est quelque chose qui est dans le quotidien. Peut-être qu'en métropole, on est un peu moins habitué à l'occurrence d'événements climatiques extrêmes. Comment se préparer de la meilleure manière possible et finalement, qu'est-ce que vous pouvez observer? Qu'est-ce que vous avez pu observer lors de vos interventions qui était peut-être dû à un manque de connaissances de la part des populations, de la manière dont il faut réagir? Généralement, les populations, outre-mer sont assez rodées à, aux gestes clés. Alors, un peu moins aux Antilles parce que la fréquence de passage des cyclones sur nos îles est plus faible que, par exemple, en océan Indien. Les habitants de La Réunion, j'ai servi à La Réunion et à Fort-de-France et donc je peux comparer. J'ai trouvé qu'il y avait une plus grande sensibilité des habitants de La Réunion, aux cyclones et d'ailleurs la plupart des constructions sont aux normes anticycloniques, donc il y a plus probablement une plus grande résilience, structurelle, à La Réunion. Maintenant, et donc c'est des gens qui ont le réflexe de faire des courses de biens de première nécessité, qui ont bricolé leur habitation pour qu'elle encaisse mieux, qui ont mis en place un système avec les voisins, heu, où, quand pendant le cyclone, on échange pour savoir si tout va bien et cetera. Ce sera honnêtement pas très compliqué de répandre cette culture, je pense, en France, métropolitaine si on devait faire face, beaucoup plus souvent à ce type de catastrophe. Maintenant, à mon avis, si vous allez dans les zones qui sont souvent inondées et cetera, ils ont déjà ces réflexes-là. Ils font des provisions, et ils ont de quoi, étanchéifier, C'est vrai, en même temps, quand on lit l'excellent rapport de l'Observatoire Défense et Climat, on voit, par exemple, des préfets qui se plaignent. Je prends Xynthia, que, cette culture du risque, elle n'était pas partagée, y compris par les élus, et on voit d'autres, responsables politiques qui disent, pendant les inondations, les populations, freinent des cas de fer, ne veulent pas forcément, évacuer, ça, c'est des choses que vous avez pu constater? non, alors je me souviens pas si pendant, Irma, les gens voulaient évacuer. Généralement, les gens espèrent plutôt pouvoir, rapidement reprendre une vie comme avant et donc ils veulent plutôt qu'on panse les plaies de leur territoire, auquel ils sont attachés, enfin toute leur vie est là, leurs possessions sont là, plutôt qu'on leur fournisse, un billet d'avion pour oublier tout ça. Heu et donc je crois que la réponse qu'on doit travailler, en tout cas mon humble avis sur la question après avoir vu la réaction de gens, au secours desquels on est allé, c'est que, il faut développer encore, ces capacités qu'on a, qui sont singulières, hein. Tous les pays ne sont pas capables de faire, ce qu'on fait, d'envoyer des bateaux comme ça quasiment, systématiquement, en tout cas quand ça apporte une vraie plus-value, vous voyez typiquement, sur Chido,
l'organisation qui a été mise en place depuis la métropole et depuis La Réunion ont permis d'être plus efficaces probablement que si on avait envoyé un navire comme celui-là, qui a été mis d'alerte à 24 heures. Au moment du passage du cyclone, le Tonnerre et son équipage étaient d'alerte à 24 heures pour partir à Mayotte, s'il le fallait, porter assistance. Mais il a été jugé que la réponse qui était faite par les administrations et les forces armées basées à La Réunion, à Mayotte, ce qui est parti en métropole par pont aérien, etc., était plus efficace que si on avait fait 15 jours de mer avec le passage du canal de Suez ou le tour de l'Afrique avant d'arriver sur place. On a évoqué la coordination avec les forces de sécurité civile, les forces de sécurité intérieure. Comment se passe la coordination avec d'autres forces armées étrangères, par exemple Irma? J'imagine qu'il y a eu des interventions de forces armées, soit qui étaient peut-être néerlandaises, étant donné qu'il y a des territoires néerlandais, ou des forces armées de l'arc caribéen. Et peut-être aussi parler de la coordination avec les autorités étrangères lors de catastrophes comme celle du port de Beyrouth. Comment se passe la discussion avec les diplomates, avec les forces armées étrangères? Alors, dans le cas d'Irma, où on secourt notre propre territoire, mais où les autres aussi sont touchés, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on vient en aide aux nôtres, à nos concitoyens, et puis ensuite, si on peut, en même temps, on propose notre aide aux pays voisins. Là, en l'occurrence, effectivement, il y avait les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les Américains qui avaient dépêché des moyens sur place, et puis typiquement la Dominique qui a été ravagée par le cyclone Maria. On était plutôt dans la deuxième situation d'un pays qui demande de l'aide à toute la communauté internationale parce qu'il n'a pas les moyens véritablement d'intervenir. Et à ce moment-là, d'abord, on s'assure qu'ils ont besoin de notre aide et qu'ils demandent notre aide. C'est la moindre des choses avant de se pointer chez quelqu'un d'autre. Et ensuite, on lui demande de quoi il a besoin. Alors, je me souviens que pour la Dominique, le Vento, ça a été la deuxième partie de sa mission après Irma et donc Maria. C'était porter assistance à la Dominique. On est allé à Roseau, donc la capitale, sur la côte ouest. On est allé à quai. Je suis allé à terre rencontrer les autorités locales. Dire voilà, je suis au large, j'ai tel moyen. Est-ce que je peux vous aider? Et tout de suite, évidemment, ils avaient une liste longue comme le bras de choses à faire, des gens blessés à aller chercher, des vivres évidemment, des choses à réparer. Donc, on s'est fait une to-do list et on a commencé à leur amener notre aide partout où on le pouvait. D'ailleurs, le Tonnerre est venu nous renforcer par la suite. Ce qui veut dire que, là, vous mentionniez l'exemple de la Dominique, il n'y avait pas de moyen de communication. Non, les moyens Il de a fallu, communication sont souvent détruits dans ces cas-là. donc il a Ouais. fallu que vous accostiez Oui. pour pouvoir, vous étiez peut-être parmi les premiers à rétablir un pont de communication avec, comment ça se passe Oui, finalement peut-être, quand même si c'est complètement détruit? ils avaient été très malins, ils avaient utilisé un truc qui fonctionne quasiment toujours, c'est la VHF 16, donc la radio des marins, vous savez, le canal d'urgence des marins. Et en fait, les premiers contacts avec eux pour savoir où aller dans la ville, où se rendre pour discuter, on les avait eus, ça me revient, par la VHF 16. En fait, ils appelaient dessus, ils appelaient à l'aide dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, c'est là qu'on va rencontrer quelqu'un avec qui on pourra discuter pour savoir de quoi ils ont besoin. Et d'ailleurs, pardon, une autre anecdote, l'un des endroits qu'on avait secouru à Saint-Martin, qui s'appelle Trou oblige, quelque chose comme ça, qui est un nid à cyclone, donc une toute petite crique fermée au nord-est de Saint-Martin. On a su qu'ils avaient besoin de nous parce qu'eux aussi, ils ont eu le réflexe d'aller sur un des navires de plaisance, d'utiliser la radio qui fonctionnait encore, pour tous les jours passer un appel de détresse et dire on est là, on a besoin d'air, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, et il y a des gens blessés, il nous faut de l'aide. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, là on va pouvoir être utile, et ça nous a donné l'idée, ce qui est aujourd'hui écrit dans notre doctrine, dans notre guide d'emploi, dans notre Memento HADR,
d'utiliser ce canal de VHF-16 et d'emmener un émetteur FM, radio FM, pour pouvoir monter une radio et de donner des informations à la population quand il n'y a plus de 4G, il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien. Ce qui se passe avec le changement climatique, c'est qu'on voit une augmentation assez substantielle du nombre de catastrophes naturelles et parfois on voit une concomitance d'événements. Est-ce que aujourd'hui, on n'a pas le risque de ne pas être capable d'intervenir dans certaines catastrophes si en fait sur le territoire national il y a plusieurs catastrophes en ce moment? Est-ce que ça c'est un risque qui pointe doucement mais sûrement le bout de son nez? Alors, oui, nos moyens d'intervention sont comptés. Il n'y a que 3 porte-hélicoptères amphibies. Il y a un seul BSAOM par outre-mer. Ces bâtiments qui ont remplacé les Batrales et qui sont donc capables de rentrer dans des ports un peu cassés ou qui ont une petite barge de débarquement pour amener des choses à terre. Voilà, ces moyens sont limités. Les unités de sécurité civile, on en a un nombre limité, etc. Évidemment, s'il y a plein de catastrophes à la fois ou des opérations militaires en cours et une catastrophe naturelle qui survient, il y a un moment où on risque d'arriver à la limite de nos moyens. Mais c'est là où la coopération internationale est essentielle pour qu'on puisse, dans ces situations-là, demander le concours de nos voisins, de nos alliés, pour qu'ils nous donnent un coup de main. Pour rebondir sur cette coopération internationale, vous mentionniez tout à l'heure les États-Unis à la suite de Irma. Est-ce qu'il y a finalement des puissances HLDR, est-ce qu'il y a des partenaires internationaux avec lesquels la France intervient de manière privilégiée, s'entraîne lors d'exercices? Comment ça se passe, ces exercices que vous avez rapidement mentionnés, qui ne sont pas forcément sur des théâtres qui sont familiers de la France, par exemple, pour d'autres interventions qui sont spécifiques aux HLDR? Alors, la France est familière de tous les théâtres parce qu'elle a des possessions partout dans le monde et sur tous les océans. Donc, en fait, finalement, on se retrouve à discuter, la France en tout cas, quasiment avec tout le monde, tous les acteurs, et ces organisations interrégionales qu'on met en place, ces exercices qu'on crée, etc. Finalement, vous voyez, celui en Polynésie française, il va y avoir les Japonais, les Américains, les Philippins, celui qu'on fait à Nouméa, il va y avoir les Australiens, il va y avoir peut-être des Chiliens qui vont venir, etc. Donc, malgré tout, ça permet d'échanger avec beaucoup de nations qui ont des intérêts susceptibles d'être touchés par ces catastrophes. Ça nous donne aussi un rôle effectivement assez unique. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont à la fois cette dimension mondiale et ces moyens et cette volonté d'intervenir à chaque fois. On observe souvent les Américains aussi le faire, les Britanniques, qui sont voilà, qui ont eux aussi des territoires un petit peu partout et qui ont gardé des moyens d'intervention pour cela, même si les Anglais sont en train de désarmer 2 de leurs navires amphibies qu'ils utilisent énormément pour ce type de situation. Donc, on voit se dessiner quand même certains pays qui cherchent toujours à intervenir. Il y a dans des zones qui sont plus proches de nous, donc moins difficiles d'accès. Là, vous voyez beaucoup plus de gens intervenir. Je pense au tremblement de terre qui avait eu lieu en Turquie en 2022 ou 2023 de mémoire. Se sont rendus sur place, par exemple, les Espagnols, qui ont eux aussi des groupes amphibies et qu'on a envoyé là-bas pour donner un coup de main aux Turcs. Vous voyez, donc on est loin d'être les seuls à faire ce genre de choses. Et la plupart des pays européens ont développé une capacité à intervenir suite à ce genre de catastrophe. Mais ça va être votre question suivante. Je pense que c'est une forme de diplomatie, oui aussi. On montre que on vient en aide à ceux dont on a besoin et pas uniquement à nos intérêts. C'est effectivement la question suivante. Est-ce qu'il y a une forme de soft power, en fait,
du secours aux populations aujourd'hui. Quand on regarde, juste pour donner des chiffres, nous, on intervient, je crois qu'on a fait 28 interventions de secours aux populations dans les 2 dernières décennies. Les États-Unis, 29, et derrière les autres pays, un peu moins. Est-ce que, du coup, il y a une forme de vrai soft power auprès de nos partenaires sur ces questions de secours aux populations? Alors, est-ce qu'il y a une volonté d'en faire un instrument de soft power? Je vous laisserai poser la question à un politique. Mais est-ce que le résultat, c'est une forme de soft power? Oui, probablement, puisque on est vu probablement comme une nation qui vient en aide aux autres. Donc, ça crée une influence positive, une image positive de la France. Le- 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 L'exemple du Liban est assez criant quand ça explose le 4 août. Le 6 août, le tonnerre est mis en alerte. Le 9 août, il apparaît. Le 13 août, c'est le premier sur place à proposer son aide au gouvernement libanais, à la population libanaise, qui par ailleurs a des liens très particuliers avec la France. Et donc, tout de suite, ça a évidemment donné une image de fraternité aux Libanais, c'est certain. Et ça, comment ça se passe? C'est la France qui, de son propre chef, prend l'initiative d'aller au Liban, ou c'est les Libanais qui appellent à l'aide via les canaux diplomatiques? Je ne sais pas, c'est davantage au ministère des Affaires étrangères de répondre à cette question, et c'est la plupart du temps, ce sont eux qui traitent ça. Mais à mon avis, c'est un peu des deux. Vous avez des pays qui proposent leur aide et le pays touché qui demande de l'aide parce qu'il sait qu'il ne pourra pas s'en sortir tout seul, vu qu'il est cassé. Et que dans le cas d'un petit pays comme la Dominique, tout étant cassé, ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Même s'ils ont fait, attention, une grande part du travail, ils l'ont fait par eux-mêmes. Puisque si vous allez à la Dominique aujourd'hui, vous voyez très peu les stigmates du passage du cyclone Maria, alors qu'il n'y avait plus un arbre debout. Vous, quand on replonge comme ça dans vos souvenirs, quels sont les épisodes qui vous ont le plus marqué? Est-ce qu'il y a des images qui vous restent en tête? Enfin, là, on en parle de manière assez calme sur la passerelle du tonnerre, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, vous, touché particulièrement? Oui, moi, les premières images de Saint-Martin et les premières images de la Dominique après le passage du cyclone, les troncs d'arbres à la dérive, le fait qu'une île qu'on connaît verte et marron, ou qu'elle est sans plus un seul arbre, des corps parfois qu'on voyait dans l'eau, ces images de tous les voiliers retournés, des voitures dans l'eau, de pas une seule maison debout, ou de maisons qu'on dévalait 200 mètres de coteaux. C'est très frappant, c'est certain. La vue du port de Beyrouth ravagé par l'équivalent d'un cinquième de l'explosion d'Hiroshima, c'est aussi évidemment une image qu'on n'oublie pas. Et puis évidemment, derrière toutes ces images-là, vous avez les gens que vous rencontrez et dont vous réalisez qu'ils ont tout perdu. Et qu'en plus, ils ont vécu un traumatisme très fort, puisqu'ils ont eu peur de mourir pendant plusieurs heures d'affilée. Et pour un militaire, c'est très fort, ces missions-là, parce que ce ne sont pas des missions de guerre. Pour autant, ce sont des missions où on a face à soi les gens pour qui on s'est engagé. C'est-à-dire qu'on a les Français et on les sauve directement et on les sort d'une situation où leur vie était en péril. Et ils sont face à nous et ils vous disent merci. Et vous, plus que jamais, vous mesurez pourquoi vous faites ce métier ou le sens de ce métier qu'on fait, d'être là pour protéger les Français. Il y a peu d'occasions. J'ai revécu après en évacuation de ressortissants où c'est un petit peu la même chose. Hein. On éloigne les gens d'un danger pour leur vie. Et ils sont là face à vous et vous disent merci et merci la France. Voilà. Ça, c'est des moments évidemment qui sont extrêmement forts pour des militaires. Moi, mon équipage, à chaque fois, ça l'a marqué de façon très profonde. Ces Français qui nous disent merci d'être venus nous sauver. Sur l'organisation, on voit bien que le changement climatique désorganise pas mal nos habitudes, parce qu'on avait des habitudes et qu'il va falloir en changer. Sur l'organisation, qu'est-ce qu'il va falloir changer? Est-ce qu'il va falloir changer la géographie de nos troupes, du positionnement des bateaux? Est-ce qu'il va falloir renforcer aussi les bases militaires? Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, elles peuvent essuyer des vents qui sont beaucoup plus forts qu'avant. Qu'est-ce qu'il va falloir changer dans l'organisation, à votre avis? Ce qui est certain, c'est que si on a davantage de moyens prépositionnés
c'est mieux. Si on avait un PHA prépositionné, et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, ça a été étudié, le prépositionnement d'un des 3 PHA dans le Pacifique pour faire face à ce type de crise. Bon, sans aller jusqu'à un PHA, il y a d'autres types de bâtiments qui peuvent répondre au moins partiellement aux besoins. Et d'ailleurs, dans la loi de programmation militaire actuelle, il y a l'étude pour 4 BATRAL, donc des bâtiments amphibies de plus petite taille, comme on en avait avant prépositionnés dans les Outre-mer, parce que finalement, on sait qu'on manque de ce type de moyens Outre-mer aujourd'hui. Alors, on est en train de livrer les premières embarcations de débarquement amphibie standard, qui sont des barges amphibies, celles qu'on a à bord du Tonnerre. On est en train d'en mettre outre-mer pour répondre notamment à ces situations-là. Et d'ailleurs, à Mayotte, le premier engin de l'État qui a redémarré après le passage du cyclone, c'était une des barges amphibies qui allait s'échouer dans la mangrove, mais qui était très rustique et donc qui a redémarré au quart de tour. Voilà, donc il y a la volonté de renforcer les moyens outre-mer, et puis tout le plan de renouvellement des moyens de la marine prend aussi en compte ce besoin croissant de disposer de vecteurs capables déjà sur place. Donc ce sont les patrouilleurs anti-Guyane, les patrouilleurs outre-mer qui ont commencé à remplacer les antiques P400, etc. Tous ces bateaux-là fourniront des moyens supplémentaires pour agir. Maintenant, jusqu'à quel niveau de catastrophe, c'est difficile à dire. J'ai une question qui m'a toujours beaucoup hanté, c'est quand on voit des catastrophes de l'ampleur de Katrina, même ou des inondations qu'il y a eu à Valence, on voit que c'est des catastrophes qui pointent le bout de leur nez ici aussi en France. Est-ce que nous, on est capable de réagir à ce type de catastrophe aujourd'hui? Est-ce qu'on aura forcément besoin du concours de nos partenaires européens pour y faire face? Ça dépendra de l'ampleur des dégâts, mais d'ailleurs, c'est amusant puisque vous citez Katrina, donc un cyclone qui a frappé la Louisiane. La France avait envoyé des moyens, donné un coup de main aux Américains, des plongeurs démineurs de Toulon, qui étaient partis pour désobstruer des fleuves qui étaient encombrés d'épaves. Vous voyez, donc même le plus gros, le plus puissant avait eu besoin de l'aide d'un plus petit que lui face à ce genre de situation qui, donc, tout ça pour dire que ça peut dépasser votre capacité à réagir et que dans ces cas-là, vous êtes effectivement bien content d'avoir des alliés fiables qui répondent au claquement de doigts et qui seront là. Ouais. Dernière question peut-être, est-ce qu'il y a un sujet sur cette question du secours aux populations qui est important et que vous pensez, enfin, qu'on n'aurait pas abordé? Des sujets vraiment qui vous semblent importants? Moi, je crois qu'on a quand même bien fait le tour de la question de la façon dont la marine et les armées, un peu plus généralement, ont appris, se sont organisées et plus généralement sont faites parce qu'elles sont duales pour faire face à ce genre de situation. Nous, on est fait pour le chaos. Une catastrophe naturelle ou industrielle, c'est une situation de chaos. Et donc, toute notre organisation est faite pour ça. Et donc, il est normal qu'on soit capable d'agir, qu'on fasse appel à nous dans ces phases d'urgence. Voilà. Après, c'est pas notre mission première. Donc, tant que personne ne peut le faire mieux que nous, on le fait. Et puis ensuite, c'est aux autres de prendre le relais pour qu'on continue à se préparer ou à conduire nos missions premières. Commandant, un grand merci de nous avoir reçus ici sur la passerelle du porte-hélicoptère Tonnerre. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On vous retrouve très rapidement sur nos réseaux sociaux et sur notre site Observatoire Défense et Climat. Notre site, c'est défenseclimat.fr. Allez plus loin sur www.défenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.